Les obstacles visibles aujourd'hui ne doivent pas nous arrêter. Au contraire, ils peuvent même devenir un avantage, car c'est précisément ce qui se produit lorsqu'un pays longtemps enfermé dans une quête d'indépendance parvient soudain à attirer l'un des fonds souverains les plus riches du Golfe. Le choc vient de Ouagadougou, où Oman a annoncé un ambitieux paquet en 3 volets. Une coentreprise dans l'or, un partenariat multisectoriel et des investissements agricoles axés sur le riz et les cultures stratégiques. Pour le Burkina Faso, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est surtout la validation d'une nouvelle stratégie. Souveraineté, autosuffisance et coopération sud-sud. Mais qui gagne Oman dans cette équation? Voyons cela de plus près. Les accords, dévoilés en présence de hauts responsables, incluent une coentreprise aurifère, un partenariat multisectoriel et des projets agricoles dédiés au riz et aux cultures stratégiques. Les signataires n'étaient pas des acteurs secondaires. Côté omanais, Abdul Salam Mohamed Al-Mashidi, président de l'Oman Investment Authority, OIA, fonds souverain gérant des dizaines de milliards de dollars. Côté burkinabé, Karamoko Jeanne-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, accompagné des dirigeants de la SOAPAMEB, Société publique minière, et du ministère de l'Agriculture. Le symbole est fort. Une monarchie du Golfe, riche de son pétrole, choisit d'ancrer un nouveau partenariat au cœur de l'Afrique, non pas dans une logique coloniale ou d'aide conditionnelle, mais sur la base d'une copropriété et d'un engagement partagé. La nouvelle a immédiatement résonné sur le continent. À Bamako, certains commentateurs se demandèrent déjà si le Mali ne pourrait pas, lui aussi, emprunter la même voie avec des partenaires du Golfe. Au Niger, beaucoup y ont vu un parallèle avec leur propre rupture avec la France autour de l'uranium. Partout au Sahel, le message était limpide. Le Burkina Faso venait d'ouvrir une nouvelle porte et Oman venait de la franchir. Ce n'était ni une mission d'aide occidentale enveloppée de slogans humanitaires, ni un programme de prêt du FMI assorti de conditions draconiennes. C'était du capital concret, injecté dans les ressources, les industries et la sécurité alimentaire de l'Afrique, selon des termes négociés par les Africains eux-mêmes. Pour le Burkina Faso, le moment ne pouvait être plus stratégique. Quelques mois plus tôt, le gouvernement avait intensifié sa quête de souveraineté sur les ressources, en nationalisant une partie du secteur aurifère et en exigeant que les compagnies étrangères raffinent davantage leur production localement. Ces décisions avaient inquiété les investisseurs occidentaux, mais enthousiasmé les citoyens burkinabés, longtemps frustrés de voir leur or enrichir des intérêts extérieurs tout en les laissant dans la pauvreté. L'accord avec Oman s'inscrit directement dans cette dynamique. Il envoie un signal clair, lorsque le Burkina Faso affirme sa souveraineté, il ne fait pas fuir les partenaires. Il en attire de nouveaux, prêts à s'engager sur un pied d'égalité. Ces accords surviennent aussi dans un contexte où le Sahel connaît l'un des bouleversements géopolitiques les plus spectaculaires de l'histoire africaine contemporaine. Avec l'éviction de la France du Niger, du Mali et du Burkina Faso, l'influence occidentale s'effrite à vue d'œil, de nouvelles alliances émergent. La Russie avec les ambitions nucléaires du Niger, la Turquie avec l'industrie de défense malienne et désormais Oman avec l'or, l'agriculture et le développement du Burkina Faso. Chaque accord, bien que portant sur des secteurs différents, transmet le même message de fond. L'Afrique n'attend plus que d'autres lui dictent ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Ce qui distingue la signature de Ouagadougou, c'est son ampleur. La plupart des accords étrangers en Afrique se concentrent sur un seul domaine, souvent l'extraction minière. Celui-ci va bien au-delà, l'or certes, mais aussi l'agriculture. L'agriculture, oui, mais également les infrastructures et l'industrie. Oman n'est pas venu avec une pioche et un billet aller simple pour exporter des matières brutes. Le sultanat est arrivé avec la volonté de s'arrimer aux priorités nationales du Burkina Faso en diversifiant l'économie de manière à embrasser la vision globale du développement, et non seulement son volet le plus rentable. Les médias occidentaux, sans surprise, ont adopté une couverture prudente, présentant l'accord comme une prise de risque élevée d'Oman dans une région instable. Mais dans les rues de Ouagadougou, la perception était tout autre. Des foules ont célébré l'annonce, brandissant des drapeaux burkinabés et scandant des slogans sur la souveraineté. Pour elles, il ne s'agissait pas de risque, mais de reconnaissance. Reconnaissance que le Burkina Faso n'est pas un cas humanitaire, mais un pays doté de ressources, d'idées et du droit de négocier des partenariats au service de son peuple. Le symbole est puissant, une nation autrefois contrainte de tendre la main pour obtenir de l'aide signe aujourd'hui des accords de plusieurs milliards de dollars selon ses propres termes. La simple image d'Abdul Salam Al-Mashidi, assis aux côtés de Karamoko Jean-Marie Traoré, scellant des accords autour de l'or et du riz, raconte l'histoire de deux nations qui se rencontrent en égal. Elle raconte aussi, en filigrane, une histoire plus vaste, celle du nouveau rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Mais pourquoi ces accords ont-ils commencé par l'or ?
Pourquoi l'or revient-il toujours comme l'encre des luttes et des victoires africaines? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de l'histoire aurifère du Burkina Faso. Une histoire faite d'exploitation, de résistance et désormais de transformation. Pendant des décennies, le sous-sol burkinabé a livré ses trésors pour enrichir des compagnies étrangères, tandis que son peuple restait dans la pauvreté. Depuis les années 1970, des firmes venues, surtout de France, du Canada et d'Australie, ont extrait des centaines de tonnes de minerais. Pourtant, très peu de cette richesse est restée dans le pays. Redevances dérisoires, profits rapatriés et un État quasiment écarté de la gestion des mines. Les villages voisins, eux, héritaient d'eau contaminée, de terres détruites et de moyens de subsistance fragilisés, pendant que les sièges sociaux à l'étranger annonçaient des dividendes records. C'est dans ce contexte que le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec une promesse claire, la souveraineté sur les ressources. Entre 2023 et 2024, les autorités ont commencé à reprendre la main sur le secteur minier, en créant la SOAPIMB, Société de participation minière du Burkina, afin que l'État ne se contente plus d'une part symbolique, mais détienne une voix décisive dans l'exploitation aurifère. Aux compagnies étrangères, le message fut direct. Si vous voulez continuer à exploiter, ce sera en partenariat avec nous. Certaines ont résisté, d'autres ont quitté le pays, mais de nouveaux partenaires sont arrivés. Et l'entrée d'Oman, à travers Minerals Development Oman, MDO, est sans doute l'exemple le plus marquant à ce jour. Cet accord avec MDO n'est pas une concession classique, c'est une coentreprise, et ce mot change tout. Concrètement, cela signifie que l'État burkinabé n'est plus un simple percepteur d'impôts attendant quelques miettes. Il devient copropriétaire, actionnaire, acteur de la gestion et bénéficiaire direct des profits. La SOAPIMB s'assoit désormais face à MDO en partenaire égal et non en quémandeur. Les décisions sur les normes de sécurité, la gestion environnementale, l'implication des communautés et la répartition des bénéfices intégreront enfin des voix africaines longtemps absentes. Le symbole est si puissant. L'or, autrefois emblème d'une extraction sans retour, se transforme en symbole de copropriété. Et ce n'est pas qu'une question de signature sur du papier. Le gouvernement a déjà lancé la construction de sa première raffinerie d'or, capable de traiter 400 kg par jour. Dans ce nouveau cadre, une partie du métal extrait avec la participation omanaise ne quittera plus le pays à l'état brut. Il sera raffiné sur place, générant des emplois, développant des compétences et retenant la valeur ajoutée au Burkina Faso. Cette mutation dépasse l'économie. Pour les communautés des régions aurifères comme Houndé ou Essakane, une présence plus forte de l'État signifie plus de chances de transparence et de redevabilité. Pour les jeunes ingénieurs et géologues burkinabés, cela ouvre des perspectives de formation et d'emploi au sein d'une coentreprise, plutôt que de rester cantonné à une sous-traitance sans fin pour des experts étrangers. Et pour l'État lui-même, c'est l'assurance d'un flux régulier de revenus pour financer les infrastructures, la défense et l'éducation, des secteurs longtemps privés de richesses minières qui s'évaporaient vers l'extérieur. Sans surprise, certains investisseurs occidentaux ont sonné l'alarme. Ils parlent de nationalisme des ressources. Ils brandissent le spectre de l'instabilité et de la fuite des capitaux. Mais ces critiques résonnent creux, lorsqu'on se souvient que, depuis un demi-siècle, investir en Afrique signifiait surtout tracer des pipelines pour emporter ces minerais à l'étranger. Si ce modèle est aujourd'hui ébranlé, c'est parce qu'il méritait de l'être. La décision d'Oman d'y prendre part en dit long. Mascate aurait pu rechercher des placements plus sûrs en Europe ou en Asie. Mais le sultanat a choisi de soutenir un cadre africain souverain, en sachant parfaitement que la copropriété implique de partager non seulement les profits, mais aussi le pouvoir. Pour Oman, c'est un pari sur la stabilité et la légitimité à long terme. Pour le Burkina Faso, c'est une validation. Ces exigences de souveraineté ne repoussent pas les partenaires, elles attirent ceux qui les respectent. Pourtant, l'or, aussi bien géré soit-il, ne peut pas nourrir une nation. Les mines apportent des recettes, mais elles ne remplissent pas les assiettes. C'est pourquoi le deuxième pilier de l'accord avec Oman est crucial. L'agriculture. Si l'or garantit la souveraineté, le riz assure la survie. L'histoire se déplace alors des mines étincelantes vers les champs verdoyants où l'enjeu n'est plus le profit, mais la faim, la dignité et l'indépendance alimentaire. Car l'or peut remplir les trésors publics, mais il ne peut pas remplir les ventres. Et c'est peut-être là que réside l'aspect le plus révolutionnaire des accords de Ouagadougou, non pas dans les mines, mais dans les champs. Aux côtés de la coentreprise aurifère, Oman s'est engagé à investir massivement dans l'agriculture, en mettant l'accent sur la culture du riz et d'autres denrées stratégiques. À première vue, cela peut sembler moins spectaculaire que l'or. Mais en réalité, cela touche au cœur même du piège de dépendance de l'Afrique, la nourriture.
Comme une grande partie du Sahel, le Burkina Faso vit depuis des décennies sous la menace de l'insécurité alimentaire. Malgré des terres fertiles et des millions d'agriculteurs, le pays a longtemps dû importer du riz et d'autres denrées de base pour nourrir sa population. Chaque flambée des prix mondiaux des céréales, qu'elles proviennent d'une sécheresse en Asie, d'une guerre en Ukraine ou de perturbations des routes maritimes, se répercutait brutalement sur les foyers burkinabés. Les émeutes liées au coût de la vie à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso n'étaient là pas des anomalies, mais des avertissements. La souveraineté aurifère ne signifie rien sans la souveraineté alimentaire. L'accord conclu avec Oman cible directement ce problème. À travers sa société spécialisée dans les investissements agroalimentaires, Mascat va injecter capitaux et savoir-faire dans le secteur agricole burkinabé. Le choix du riz est à la fois symbolique et pragmatique, car le riz n'est pas seulement un aliment de base, il est le baromètre politique de la nation. Quand le riz est abordable, la stabilité règne. Quand son prix s'envole, la contestation gronde. Produire du riz à grande échelle sur le sol national, c'est donc garantir bien plus que l'autosuffisance. C'est sécuriser la légitimité du pouvoir et la paix sociale. Mais l'accord ne s'arrête pas là. Il prévoit aussi des investissements dans des cultures stratégiques comme le maïs et le mil, des céréales résilientes face aux chocs climatiques et qui constituent l'épine dorsale de l'alimentation rurale. Le tout soutenu par une modernisation de l'irrigation, l'apport de mécanisation et la mise en place d'unités de transformation. L'accord vise à moderniser un secteur trop longtemps enfermé dans la subsistance. Imaginez des agriculteurs burkinabés équipés de moissonneuses modernes, de silos de stockage réduisant les pertes post-récolte et de minoteries locales transformant les céréales en farine et produits emballés destinés au marché national. C'est cette vision d'avenir que dessine ce partenariat. Les implications dépassent largement la simple question de l'approvisionnement alimentaire. Une production locale de riz réduit l'hémorragie des réserves de devises utilisées pour importer des denrées de base. Elle crée des emplois ruraux, freinant l'exode des jeunes vers des villes où le chômage nourrit le mécontentement. Elle stimule l'émergence de chaînes de valeur, transporteurs, transformateurs, distributeurs, qui multiplient l'impact économique bien au-delà des champs. À l'échelle régionale, un Burkina Faso sécurisé sur le plan alimentaire peut devenir fournisseur de ses voisins, passant du statut d'importateur à celui d'exportateur. Pour Oman, ce choix est également stratégique. Investir dans l'agriculture à l'étranger, c'est se prémunir contre ses propres vulnérabilités. Les États du Golfe savent à quel point leurs chaînes d'approvisionnement alimentaire sont fragiles. Beaucoup importent plus de 80% de ce qu'ils consomment. En s'ancrant dans l'agriculture africaine, ils sécurisent des options futures tout en soutenant la quête de souveraineté alimentaire du continent. Pour le Burkina Faso, il ne s'agit pas tant d'exporter vers Mascat que de bâtir enfin une capacité autonome. L'alignement des intérêts crée ici une rare équation gagnant-gagnant. L'Afrique y gagne en dignité. Oman y gagne en diversification. Les analystes occidentaux ont souvent tendance à mépriser les investissements agricoles, jugés moins glamour que le pétrole ou les mines. Pourtant, l'agriculture est le socle de toute souveraineté. Une nation affamée est une nation instable, peu importe les richesses de son sous-sol. En plaçant le riz et les cultures stratégiques au cœur de l'accord, le Burkina Faso et Oman reconnaissent une vérité que tant de programmes d'aide ont négligée. Le développement commence par la sécurité alimentaire. Mais l'agriculture ne peut prospérer seule. Les champs ont besoin de routes pour écouler les récoltes, d'entrepôts pour les protéger, d'énergie pour les transformer et d'industrie pour les distribuer. Voilà pourquoi le deuxième accord omanais, un partenariat d'investissement multisectoriel, pourrait s'avérer tout aussi crucial. Car si l'or procure des revenus et l'agriculture assure la survie, l'industrie, elle, incarne la transformation. Alors, que promet ce partenariat élargi pour l'avenir du Burkina Faso ? La réponse se dessine dans le troisième volet signé à Ouagadougou. Une coopération qui ne se limite pas à une ressource ou à une culture, mais qui s'étend à l'énergie, aux infrastructures et à l'industrie, les véritables artères d'une économie moderne. Pourquoi est-ce si important ? Parce que, depuis des décennies, le Burkina Faso et ses voisins restaient enfermés dans un modèle économique pensé ailleurs, calibré pour exporter leurs richesses sans jamais bâtir de base solide de développement. Pendant des décennies, les administrateurs coloniaux puis les institutions financières occidentales ont dicté aux nations africaines leur rôle. Extraire et exporter des matières premières, mais ne jamais rêver d'industrialisation. On leur disait de se spécialiser dans le coton, le cacao, l'or ou le pétrole, en échange d'aide, de prêts et de leçons de bonne gouvernance. Le résultat fut sans appel. Des mines qui créèrent de la richesse sans usine pour la transformer, des champs fertiles sans industries agroalimentaires et des économies tournées vers l'extérieur pour chercher validation plutôt que vers elles-mêmes pour bâtir leur force. L'accord avec Oman vient rompre ce cycle.
Il marque la volonté de Ouagadougou de ne plus rester prisonnier de la seule extraction. Le Burkina Faso veut des investissements dans la production d'énergie pour alimenter ses villes et ses industries. Il veut des routes et des réseaux logistiques pour relier ses mines aux raffineries, ses fermes aux marchés et son peuple aux opportunités. Il veut des usines capables de transformer ses matières premières en produits finis plutôt que de les exporter brutes. Le choix d'Oman de s'engager dans un cadre aussi large témoigne de sa confiance dans la trajectoire du Burkina Faso. Pour Mascate, il ne s'agit pas de gains rapides, mais de s'ancrer dans une économie décidée à se diversifier, à s'élargir et à briser le cycle de dépendance. Ce n'est pas un projet caritatif, c'est un pari calculé sur l'ascension de l'Afrique. La dimension globale de ce partenariat est essentielle, car l'agriculture et les mines, à elles seules, ne peuvent garantir la prospérité durable. Une coentreprise aurifère peut générer des millions en redevances et la production de riz stabiliser les prix alimentaires, mais sans routes, réseaux électriques et usines industrielles, ces gains ne se traduiront jamais en transformation réelle. La volonté d'Oman de financer des projets au-delà des secteurs immédiatement rentables témoigne de sa compréhension. Le développement doit être holistique. Prenons l'énergie. Pendant des décennies, le Burkina Faso a souffert de coupures répétées, obligeant les entreprises à recourir à des générateurs coûteux. Sans électricité fiable, aucune usine ne peut fonctionner à plein régime, aucun hôpital moderne ne peut assurer ses services, et aucune économie numérique ne peut émerger. Si le capital omanais est investi dans les infrastructures énergétiques du pays, thermiques, hydroélectriques ou solaires, il éclairera non seulement les foyers, mais toute une industrie. Considérons maintenant l'industrie manufacturière. Trop longtemps, le Burkina Faso a exporté du coton brut pour importer des textiles finis, exporter de l'or brut pour importer des bijoux, exporter des céréales pour importer des produits transformés. Chacun de ces cycles fait fuir la valeur hors du pays. Avec des investissements industriels, ces mêmes ressources peuvent être transformées localement, créant des emplois et conservant la richesse sur le territoire national. Les sceptiques diront que c'est ambitieux, qu'un seul partenariat ne peut inverser des décennies de déséquilibre structurel. Ils ont raison, un seul accord ne suffit pas. Mais ce type d'initiative marque le début d'un changement. Il montre que le Burkina Faso n'accepte plus de se voir imposer des limites et que des investisseurs hors de l'orbite occidentale reconnaissent le potentiel industriel de l'Afrique et sont prêts à le soutenir. Ce cadre élargi joue également un rôle stratégique pour Oman. En s'alignant sur les plans à long terme du Burkina Faso, Mascate ne gagne pas seulement des profits. Il acquiert un capital politique dans une région en pleine redéfinition. L'Alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a fait de la souveraineté et de l'indépendance économique ses mots d'ordre. En s'associant de manière globale avec l'un de ses membres clés, Oman s'insère au cœur de ce mouvement. Pourtant, la question demeure, pourquoi Oman ? Pourquoi un État du Golfe, à des milliers de kilomètres du Sahel, prend-il ce pari audacieux ? La réponse se trouve dans l'histoire même d'Oman et sa volonté de diversifier son économie, non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'échelle mondiale. Pour comprendre, il faut examiner la stratégie de survie de Mascate. Oman a longtemps vécu sous l'ombre de la dépendance pétrolière. Comme ses voisins du Golfe, ses recettes publiques, ses budgets et ses réserves de change étaient étroitement liés aux fluctuations du prix du baril. Quand le pétrole était cher, l'économie semblait invincible. Quand il chutait, les déficits augmentaient et la stabilité vacillait. Consciente du danger de ce cycle, Oman a créé l'Oman Investment Authority, OIA, afin de diversifier sa richesse et d'investir dans des actifs garantissant des rendements à long terme. Pendant des années, l'OIA a orienté ses investissements vers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, achetant des biens immobiliers à Londres, des actions dans des sociétés occidentales et des obligations sur des marchés développés. Mais cette ancienne stratégie a ses limites. Les économies occidentales ralentissent, leur climat politique est instable et leur marché saturé. Les rendements sont modestes et l'influence acquise limitée. L'Afrique, en revanche, offre ce que les marchés occidentaux ne peuvent offrir. Un potentiel inexploité, une population jeune, des ressources vastes et des gouvernements désireux de rompre avec la dépendance. Pour Oman, investir au Burkina Faso n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est un pari rationnel face à un monde où le pétrole finira un jour par perdre sa suprématie. Mais tandis qu'Oman diversifie ses investissements, le Burkina Faso, lui, exige ses conditions. La différence cruciale avec les anciens partenariats occidentaux réside dans qui fixe les règles. Autrefois, la France, le FMI et d'autres puissances extérieures dictèrent la marche à suivre. Privatiser les mines, ouvrir les marchés, réduire les subventions et contracter des prêts qui pérennisent la dépendance. Aujourd'hui, Ouagadougou dit « Si vous voulez notre or, vous vous associez à la SOAPIMB ».
Si vous investissez dans notre agriculture, vous vous concentrez sur le riz et les cultures stratégiques qui nourrissent notre peuple. Si vous voulez une part de notre avenir, vous investissez non seulement dans les mines, mais aussi dans l'énergie, les routes et l'industrie. Oman a accepté ces conditions, car l'Afrique a désormais le levier pour les imposer. C'est là toute la signification profonde des accords de Ouagadougou. Ils ne concernent pas seulement l'or, le riz ou l'industrie. Ils traduisent un changement de pouvoir. L'Afrique n'est plus la carrière passive du monde, mais l'arène où s'affrontent les acteurs mondiaux et où les dirigeants africains fixent de plus en plus les règles du jeu. Pour Oman, ce pari rapporte à la fois des profits et du prestige. En investissant au Burkina Faso, dans le cadre de son approche souveraineté d'abord, Mascate s'assure une implantation dans une région en pleine redéfinition de ses alliances. Cela envoie un signal clair aux autres États du Golfe. L'Afrique est ouverte à des partenariats fondés sur l'égalité et non sur l'exploitation. Oman se positionne ainsi non seulement comme un acteur alternatif aux modèles occidentaux, mais aussi comme un innovateur de la coopération sud-sud. Pour le Burkina Faso, le levier dépasse l'économie. Ces accords prouvent à sa population que la quête de souveraineté du gouvernement peut attirer des partenaires plutôt que les effrayer. Il renforce la légitimité interne à un moment où l'Alliance des États du Sahel lutte pour reconnaissance et indépendance. Il crée aussi un précédent pour le reste du continent. La souveraineté ne signifie pas isolement. Elle implique de négocier depuis une position de force, d'exiger des conditions équitables et de tourner le dos à ceux qui refusent de les accepter. Ce moment soulève également une question continentale plus large. Si Oman accepte la copropriété dans l'or, l'agriculture axée sur l'alimentation et un partenariat multisectoriel, que se passera-t-il lorsque l'Afrique imposera des conditions similaires à d'autres partenaires? L'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar suivront-ils l'exemple de Mascate? La Chine, déjà premier partenaire commercial du continent, ajustera-t-elle sa stratégie pour répondre à cette nouvelle norme des accords? Souveraineté d'abord? Et les puissances occidentales, longtemps habituées à dicter les règles, reconnaîtront-elles enfin que l'équilibre des forces a changé? L'histoire qui a commencé à Ouagadougou avec ces 3 accords s'inscrit dans un récit beaucoup plus vaste, l'éveil de l'Afrique. Des ambitions nucléaires du Niger à la résistance des mineurs au Mali, de la poussée industrielle de l'Éthiopie à la révolution risicole du Burkina Faso, un nouveau modèle est en train d'émerger. L'Afrique n'attend plus qu'on lui dise ce qu'elle peut faire. Elle annonce au monde ce qu'elle fera. Et nous revenons à la question centrale. Que se passe-t-il lorsqu'une monarchie du Golfe, célèbre pour son pétrole, plante son futur dans le sol africain? La réponse est simple. Les 2 parties y gagnent, mais l'Afrique y gagne quelque chose de plus précieux que l'argent. Elle gagne reconnaissance, influence et le droit de définir son propre destin. Les accords, Oman-Burkina Faso, ne sont pas de simples contrats. Ils constituent une déclaration, l'ère de la dépendance touche à sa fin et l'ère des partenariats africains commence. L'or du Burkina Faso enrichira-t-il enfin son peuple plutôt que des intérêts étrangers? La souveraineté alimentaire via la culture du riz pourra-t-elle mettre fin à la dépendance africaine aux importations? Nous avons décidé de créer des contenus sur ce que beaucoup ignorent, la culture, la civilisation et l'histoire noire, et toutes les preuves de la grandeur des peuples noirs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la prochaine vidéo.